Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'entretien du jour. Mon invité aujourd'hui s'appelle Dr Raymonde Agosso. Elle est chef de division en charge des ressources humaines et du développement de la jeunesse au sein de l'Union africaine. Bonjour. Bonjour. C'est une division de l'Union africaine qu'on ne connaît pas beaucoup. Hein? Oui, c'est une division qui fait partie du département des ressources humaines en charge des sciences, des sciences de la technologie et de l'éducation. Et à l'intérieur de ce département, nous avons 3 divisions. Et la division en charge de l'éducation, d'une part, la division en charge des sciences et technologies, d'autre part, et enfin la division en charge des ressources humaines et du développement de la jeunesse. D'accord, donc en gros, ce n'est pas vous qui recrutez le personnel de l'Union africaine? Non, pas du tout, je ne recrute pas le personnel, je voudrais que ce soit bien clair, je ne recrute pas le personnel de l'Union africaine. Mon département travaille au renforcement de capacités des ressources humaines en Afrique. Ressources humaines de professionnels, ressources humaines de jeunes, ressources humaines en termes de contribution au développement, mais pas du tout en rapport avec le recrutement du personnel de l'Union africaine. Très bien. Donc, vous participez à cette triennale de l'éducation en Afrique. Je suppose que c'est parce que vous avez un cahier de charge au regard de cette organisation. Oui, tout à fait. J'ai un cahier de charge au regard de cette organisation et essentiellement au regard du thème de la triennale parce que le thème, c'est, pour faire court, c'est développement de compétences. Développement de compétences essentiellement des jeunes. Et en termes de renforcement de capacité des ressources humaines, en termes de développement de jeunes, je suis directement concerné par ce sujet et je suis davantage concerné que la triennale s'occupe également de la formation technique et professionnelle qui est la nouvelle orientation vers laquelle les États africains sont invités à aller pour la simple raison que c'est une façon de répondre à l'emploi, au chômage, je dirais, des jeunes qui sont diplômés, qui ne peuvent pas trouver du travail parce que l'école n'est peut-être pas liée au marché du travail et nous voulons envisager la possibilité de voir, d'analyser plutôt les compétences qui sont nécessaires pour le marché du travail et former les jeunes en conséquence de façon à ce que le marché, la demande du marché soit en rapport avec la formation des jeunes. D'accord. C'est vrai que quand on parle d'éducation en Afrique, on parle surtout de décalage entre... Oui, il y a la non-pertinence des programmes par rapport au marché du travail, par rapport aux besoins du marché en termes d'emploi. Et les jeunes, quand ils finissent, ils se retrouvent un peu perdus. Ils ont appris beaucoup de choses, ils ont un bagage académique, mais le marché ne les veut pas nécessairement. Donc, on envisage la possibilité de les former de façon à ce qu'ils puissent être en mesure d'être acceptés sur le marché du travail. Et au niveau de votre division, comment est-ce que vous contribuez à faciliter la chute de ce type de barrière-là entre la formation théorique et les réalités du marché du travail? Ce que nous faisons, ce que moi je fais dans ma division, par exemple, nous élaborons des politiques pour les États. Nous sommes partis de la Charte africaine de la jeunesse qui est vulgarisée dans tous les États. Les États, au jour d'aujourd'hui, je crois que nous avons 28 États qui ont déjà ratifié cette charte-là de la jeunesse. Et par rapport à cette ratification, nous encourageons les États à passer à la mise en œuvre de la charte elle-même parce que nous sommes en phase post-ratification en ce moment. Et nous aimerions vraiment que les États mettent en œuvre la Charte africaine de la jeunesse. Et la mettre en œuvre pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y ait une politique de jeunesse qui réponde vraiment aux besoins des jeunes, qu'il y ait un programme de jeunes, qu'il y ait un appui financier à la mise en œuvre de ces programmes-là, de façon à ce que chaque pays, parce que l'Union africaine ne met pas en œuvre directement dans les pays, l'Union africaine propose les cadres d'action, propose les politiques et les États sont tenus de mettre en œuvre ces politiques que nous mettons à leur disposition et nous faisons le suivi. Avant d'être en mesure de suivre la mise en œuvre de ces politiques, il faut qu'on s'assure que les États l'ont comprise et sont en train de la mettre en œuvre. C'est à ça que nous travaillons. Et pour la mettre en œuvre, il faut que les États mettent en place ces politiques-là, ces programmes de jeunesse
et que les programmes répondent effectivement aux attentes, aux besoins de ces jeunes-là. Et quel est le contenu actuel de ces programmes en direction de la jeunesse? L'éducation de qualité, on en a parlé beaucoup ici. La formation technique et professionnelle, on en a également parlé. On a mis en place une stratégie continentale pour redynamiser la formation technique et professionnelle. Et ça, nous nous attendons à ce que les États donnent à la formation technique et professionnelle la place qui lui revient désormais et qu'on mette surtout le financement. Nous verrons de sortir d'une session où il est question fondamentalement de financement. On a parlé beaucoup de recherche, mais au-delà de la recherche scientifique, au-delà de la recherche universitaire, il y a les programmes ordinaires pour lesquels les financements ne viennent pas. Et moi, je voudrais faire un clin d'œil à nos États parce que si nous voulons rendre les choses durables, si nous voulons les rendre pérennes, il faut absolument que le financement vienne de nos États. Les partenaires vont donner l'appui, vont donner le coup de pouce qu'ils peuvent donner, mais ce ne sera jamais durable tant que les États eux-mêmes ne s'engagent pas de façon consciente, de façon consciencieuse et se déterminent à atteindre les résultats par leurs propres moyens. Et c'est l'une des choses sur lesquelles nous insistons à l'Union africaine, que le financement des activités, des programmes de développement viennent majoritairement de nos États. Et puis ensuite, on pourra se tourner vers les partenaires. Aujourd'hui, c'est tout le contraire qui se passe. Si on devait mettre une fourchette ou des pourcentages, la contribution des États africains est à quelle hauteur à peu près? La contribution des États africains, je crois que je mettrais ça à quelque chose entre 15 et 20%. Parce que les États africains donnent leur contribution, certes, à l'Union africaine, mais la contribution va essentiellement dans les ressources opérationnelles. Les salaires, l'entretien de la maison, tout ce qui est opérationnel. Mais quant au programme de développement, c'est beaucoup de partenaires qui s'y sont engagés. La balance est déséquilibrée quelque part et nous aimerions vraiment exhorter nos États à prendre une part importante des programmes de développement parce qu'il s'agit du développement du continent, il s'agit du développement des enfants du continent et le bénéfice profitera au continent et donc je crois qu'il faut que les États s'engagent franchement sur ces programmes-là et de façon à ce qu'on puisse effectivement donner un contenu à ce que nous appelons le développement durable. Vous savez, il y a un élément dans la charte de l'Union africaine qui est fondamental, c'est celui de l'intangibilité des frontières. Et aujourd'hui, en termes de circulation, tant des biens que des personnes, il y a un véritable blocus. Est-ce que vous essayez de passer outre cela, de dégeler cette règle d'intangibilité? Cela ne relève pas directement de ma division. Les affaires politiques, le département des affaires politiques, ça m'occupe. Par rapport à la jeunesse, est-ce que vous arrivez à faire en sorte que ce ne soit pas un frein aux échanges entre les jeunes et surtout à leur contribution? Je ne pense pas que ça constitue un frein parce que quand vous connaissez un peu l'environnement jeune, c'est à peine qu'ils pensent aux frontières. Ils avancent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils collaborent très facilement entre eux. On a parfois des barrières de langue, des barrières linguistiques, mais ce n'est même pas des éléments à évoquer pour les présenter comme des freins à la jeunesse. Les jeunes ont plus tendance à interagir plus facilement et je ne pense pas que ça pose un problème fondamental aux jeunes. Est-ce qu'on dispose aujourd'hui de programmes comme au niveau de l'Union européenne qui représentent à peu près l'idéal vers lequel tend l'Union africaine? Est-ce qu'on a des programmes comme Erasmus, de mobilité entre les jeunes? On a un programme qui s'appelle Mwalimu Scholarship. C'est un programme de bourse dont je ne m'occupe pas directement, ma collègue en éducation s'en occupe, mais dans ma division, j'ai un programme des jeunes volontaires de l'Union africaine qui travaille un peu à cette mobilité des jeunes, en ce sens que les jeunes sont identifiés, ils sont formés, mais ils sont déployés également, peu importe l'endroit, pourvu que la demande soit exprimée, on peut les envoyer dans n'importe quel autre pays africain, surtout pas dans leur propre pays. Ils doivent aller dans un autre pays africain pour non seulement apprendre de ce pays, mais donner aussi à ce pays ou bien à cette structure du pays ce qu'ils ont comme compétences, ce qu'ils ont comme connaissances, et partager leur culture, apprendre de la culture des autres également. Et nous nous retrouvons, par exemple, nous sommes en train de négocier en ce moment avec le Sud-Soudan qui a demandé une trentaine de jeunes volontaires
essentiellement dans l'enseignement et dans la santé, et nous sommes en train de les préparer, on va les y envoyer. Ils vont être confrontés peut-être à l'apprentissage de langue, peut-être aux situations de post-conflit, mais ils sont préparés à exercer leurs compétences pendant 12 mois dans ces endroits-là où on les envoie, parce que c'est l'une des façons que nous avons de montrer que les jeunes aussi peuvent contribuer au développement et doivent même contribuer au développement de leur continent. D'accord. Et quand vous lancez des programmes comme ceux-là, généralement le grand public n'est pas toujours informé. Quels sont les canaux par lesquels les jeunes concernés peuvent se mettre en rapport avec... D'abord, les jeunes, dans ma division, il y a un certain nombre de jeunes qui travaillent avec moi et qui utilisent le Facebook, qui utilisent les réseaux sociaux pour informer leurs amis. Ensuite, le sommet des chefs d'État de juillet dernier était sur le thème, c'était sur l'autonomisation des jeunes pour un développement durable. Et pendant ce sommet, nous avons fait notre deuxième grande formation des jeunes. On a formé environ 140 jeunes pendant cette formation en événement parallèle. Et ces jeunes étaient impliqués dans le sommet pour discuter, pour mener ce débat-là avec les chefs d'État. Et ça permet aux médias de faire connaître ce programme, mais dans le même temps, les jeunes eux-mêmes utilisent les réseaux sociaux, mais tous les ministères sont informés également de ce programme puisqu'on leur a écrit, on a les dépliants, on les a informés et les jeunes de bouche à oreille aussi s'informent et c'est une occasion que vous me donnez aussi d'en parler. C'est le programme des jeunes volontaires de l'Union africaine, c'est ouvert à tous les jeunes qui ont un premier diplôme, au minimum un premier diplôme universitaire, parce qu'il sera question d'utiliser des connaissances pour pouvoir donner son appui au développement du milieu où on les envoie. Très bien. Au sortir de cette triennale de l'éducation en Afrique, est-ce que vous êtes optimiste quant à... Parce qu'on a beaucoup parlé d'éducation, mais on a également insisté sur la formation, qui était un peu le parent pauvre de l'instruction. Est-ce que vous partez optimiste? Je dirais que je suis optimiste, mais la condition pour que mon optimisme se confirme serait que les décideurs, les leaders du continent s'engagent vraiment à mobiliser les ressources pour faire devenir réalité les engagements qui sont pris ici. Parce que ce n'est pas ma première réunion, vous me voyez bien, je ne suis pas jeune dans la matière. Nous avions eu des réunions, nous avions pris des résolutions, nous avions adopté des décisions, mais le gros problème, ce n'est pas qu'on n'a pas eu assez de réunions, ce n'est pas qu'on n'a pas oublié, ce n'est pas qu'on a oublié de mentionner des choses. Tout a été dit de mon point de vue. Il faut mettre en œuvre. Et pour mettre en œuvre, on a besoin de ressources. Et les ressources ne peuvent pas continuer de venir de l'extérieur si nous voulons rendre réelle la dernière partie du thème qui est le développement durable. Oui. Pour moi, ça ne peut pas être durable quand on ne s'y engage pas entièrement. Et s'engager entièrement, pour moi, c'est apporter le financement nécessaire pour que le développement soit réel et soit durable. Et quand on parle de la diaspora en disant que c'est la 6e région, vous lui trouvez une place également dans ces... Je crois que la diaspora a une pleine place dans tout ce processus-là parce que ils ont, disons, elle a les connaissances requises, elle a la capacité de contribuer. Et je ne pense pas que l'Afrique doit ignorer cette diaspora-là parce que c'est des ressources humaines qui sont là, qui ont du potentiel, qui peuvent apporter, qui ne demandent qu'à apporter leur contribution. Et je ne crois pas qu'on puisse, on a le droit de négliger ça. On doit pouvoir les utiliser pour le développement de leur continent. Merci beaucoup, Dr Raymond Agosso. Je rappelle que vous êtes chef de division en charge des ressources humaines et du développement de la jeunesse au sein de l'Union africaine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour notre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.